Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, caprice de star. Quand Marie et Yvan Perreux s'étaient installés dans la région, il y avait eu un sacré remue-ménage. On en avait parlé dans les chaumières, chez les commerçants et même dans la presse. Et pas seulement dans la presse locale, mais aussi dans tous les hebdomadaires spécialisés, ceux qui racontent les histoires d'amour des princesses et des stars. Dans le village, des centaines de journalistes et de photographes étaient venus, on ne sait d'où, à l'affût des moindres faits et gestes de notre vedette nationale, Marie Perreux. Pendant plusieurs mois, il y avait eu un chantier très impressionnant à l'emplacement de la vieille ferme des Katz, les parents de Marie. Était-ce un caprice? Marie Perreux avait décidé de faire construire une énorme bâtisse avec piscine, comme on en voit sur la Côte d'Azur, à l'endroit même où ses parents et ses arrière-grands-parents avaient, pendant des générations, sué sang et eau pour cultiver leurs terres et en vivre plus ou moins chichement. C'était une sacrée revanche pour la petite paysanne qui, un beau matin, était partie tenter sa chance à Paris. La villa était spacieuse, imposante, de style hollywoodien, un peu tape à l'œil. La femme du maire trouvait que cela faisait nouveau riche, mais je crois bien que cette maison, la Louisiane, en faisait rêver plus d'un. Marie avait fait planter des quantités d'arbres, d'arbustes autour de la villa, et tout cela était du plus bel effet et contrastait étrangement avec les autres propriétés du pays. Il y avait aussi une immense piscine que les enfants du village avaient vu installer, les yeux pleins de convoitise. Ainsi donc, Marie Katz était devenue la star Marie Perreux et était rentrée au pays, riche, célèbre et mariée à Yvan Perreux, l'un des plus beaux playboys de la capitale. Lui, on le rencontrait au volant de sa voiture de sport, bronzé, été comme hiver, toujours aimable et galant avec les dames, dépensant sans compter chez les commerçants de la région qui bénissaient la venue de ce couple tapageur, mais bon client. Cet été, à peine la villa achevée, on avait vu arriver des voitures rutilantes avec à leur bord les invités de Marie et d'Yvan, venus pour faire la fête et qui menaient grand train. Les gamins du village allaient se poster devant l'entrée de la villa pour regarder passer les têtes connues, acteurs, metteurs en scène, animateurs de télévision, invités privilégiés et fort bruyants. Certains enfants allaient même jusqu'à grimper aux arbres pour observer cette joyeuse compagnie plongeant dans la piscine à grand renfort de cris et de rires. Tout allait pour le mieux du côté de la villa Louisiane. Les invités avaient enfin regagné Paris quand, par un beau matin de septembre, le sous-officier de permanence de la compagnie vit se garer devant la gendarmerie la dernière décapotable flambant neuve d'Yvan Perreux. Celui-ci, décontracté mais le regard caché par d'épaisses lunettes noires, se présenta au bureau d'accueil et demanda à me parler de toute urgence. Je le fis entrer dans mon bureau et c'est ainsi que je reçus la déposition d'Yvan Perreux. Cela va vous paraître idiot, mon commandant, mais ma femme a disparu. Oui. Voilà 3 jours et 3 nuits qu'elle n'est pas rentrée. Son frère, qui est venu passer une semaine chez nous, veut absolument que je vous signale le fait. Alors voilà, c'est sûrement un caprice de sa part, mais je vous aurais informé, n'est-ce pas? Je me trouvais quelque peu interloqué. Les artistes sont parfois bizarres, soit, mais l'attitude de cet homme était étrange. Monsieur Perreux, vous me dites que votre femme est partie, mais partie comment? En voiture? Non, mon commandant, sa voiture est là, personne n'y a touché depuis 3 jours. Monsieur Perreux, pensez-vous que votre femme ait pu prendre le train?
Mais c'est possible, mon commandant, je ne sais pas, moi. Vous vous êtes disputé? Autant vous le dire, oui, mon commandant. Marie n'a pas un caractère facile et nous nous sommes un peu accrochés, quoi. Alors elle a dû partir faire un petit voyage. Mais comment ça, un petit voyage, monsieur Perreux? Quand avez-vous vu votre épouse pour la dernière fois? Le 27 août. Je vous l'ai dit, nous nous étions disputés. Elle m'avait fait une scène de jalousie. Alors, elle est sortie, je ne l'ai plus revue depuis, quoi. Elle est sortie... comment? À pied? Oui, à pied. Elle a quitté la villa et elle n'est pas rentrée. Le lendemain, j'ai remarqué qu'il manquait quelques-uns de ses vêtements et peut-être même une valise. A-t-elle emporté de l'argent? Oh, elle a toujours son chéquier sur elle et sa carte bleue. Votre femme avait-elle l'intention de voyager? Non. Enfin, avec elle, on ne peut jamais savoir, n'est-ce pas? Non, expliquez-moi, monsieur Perreux. Votre femme était-elle dépressive? Serait-il possible qu'elle ait eu envie de se supprimer? Oh non, sûrement pas, mon commandant. Marie aime beaucoup trop la vie, non, je vous l'ai dit. Elle a dû faire un petit voyage. Voulez-vous qu'on la fasse rechercher? Pensez donc, mon commandant, mais non. Elle reviendra bien d'elle-même, jalouse comme elle est. Non, elle va bouder un peu et puis elle reviendra, j'en suis sûr. Non, je suis venu vous voir uniquement parce que Jean-Loup, mon beau-frère, a tenu à ce que je le fasse. C'est tout. Bien, monsieur Perreux. Soyez aimable de me tenir informé de son retour, et si vous désirez la faire rechercher, faites-le moi savoir. C'est cela, je vous remercie, mon commandant, mais je préfère éviter ce genre de publicité, n'est-ce pas? Au revoir, mon commandant, et merci. Décidément, cette histoire était bizarre. Je décidai tout de même de mener une petite enquête, le plus discrètement possible, bien sûr. Dans le village, personne n'est au courant du départ de Marie Perreux. Mais la jeune femme est tellement fantasque qu'il se pourrait qu'elle se soit offert une escapade. D'autant plus que son mari, le bel Yvan, aurait déjà dans le pays une réputation de don Juan impénitent. La pharmacienne en sait quelque chose, enfin, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de Marie Perreux? L'hypothèse du suicide est écartée. La belle actrice aime trop la vie, son travail, sa gloire toute récente et tous les plaisirs qu'elle peut s'offrir aujourd'hui qu'elle est riche. Je décide de rendre visite à Yvan Perreux dans sa belle villa. Mais je veux qu'il me précise certains détails, et notamment la façon dont Marie était habillée et ce qu'elle a pu emporter. Mais M. Perreux n'est guère loquace, et je repars avec très peu de renseignements. Le lendemain, Jean-Loup Katz, le frère de Marie, se présente à mon bureau. C'est moi, mon commandant, qui a envoyé Yvan signaler la disparition de ma sœur. Sans ça, il continuerait de vivre sans s'inquiéter. Pour lui, tout va bien. Farniente, piscine, un frais coq en pâte, quoi. Mais moi, je crois pas que Marie soit partie. Où est-ce qu'elle irait, hein? Elle a bien trop peur que son chigolo la trompe dès qu'elle aura le dos tourné. Elle le connaît bien, allez. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu, celui-là. D'ailleurs, ces derniers temps, ma sœur le soupçonnait de rencontrer en cachette une jeune femme du village. La pharmacienne, à ce qu'on dit. Mais voyons, monsieur Katz, votre sœur n'est pas n'importe qui. Tout le monde s'intéresse à elle, et ses moindres faits et gestes, ainsi que ceux de son mari, donnent lieu à des commentaires. Mais mon commandant, si Marie était partie, elle aurait pris sa voiture. Oui. Monsieur Katz, votre sœur était-elle dépressive? Non. Non, mon commandant, ni dépressif, ni suicidaire, ni drogué, pas même alcoolique. Non, ma sœur dévore la vie à pleines dents et elle a une passion pour son métier. Elle a beaucoup travaillé ces derniers temps et elle a bien mérité les vacances qu'elle vient de passer ici. En plus, elle a un projet très important pour le mois d'octobre, un tournage en Italie. Non, je vous le répète, elle déborde d'enthousiasme, elle est incapable de se suicider. Alors, que pensez-vous de la disparition de votre sœur, monsieur Katz? Je ne sais pas, mon commandant. Pour vous dire la vérité, je suis même allé voir dans le puits au fond du jardin.
Yvan, mon beau-frère, lui, il ne s'en fait pas, il se prélasse au soleil comme une pin-up de Macassine. Il y a des vêtements qui manquent dans la garde-robe de Marie, mais très peu. Je ne comprends pas. Faites-la rechercher, mon commandant, je vous en prie. Pour ma part, je reste en liaison avec son impresario à Paris et ses amis, et je vous tiendrai informé. Cette affaire n'est décidément pas simple. De plus, dès que la disparition de la star sera connue, une nuée de journalistes va s'abattre sur le village comme des abeilles sur du miel. Je lance tout de même un message de recherche concernant la disparue. L'éternelle question revient toujours. Pourquoi est-elle partie? Où est-elle partie? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Cette fois, l'enquête est ouverte. On interroge les habitants du village. Qui a vu Marie Perreux depuis le 27 août à 17 heures? Personne. Pourtant, la jeune femme ne passe pas inaperçue. Et soudain, un espoir. Un témoin affirme avoir vu Marie le 27 au soir, c'est-à-dire quelques minutes après son départ de la villa. Ce témoin, c'est le secrétaire de la mairie. Il est formel et absolument certain de la date. Le 27 au soir, il a rencontré Marie Perreux à Broutières, à quelques kilomètres d'ici. Quant aux proches voisins de la villa, ils n'ont rien remarqué. Le chef de gare, le chauffeur de taxi non plus, pourtant, ils la connaissent, et s'ils l'avaient vue, ça se saurait. À Paris, son impresario, ses amis intimes n'ont reçu aucune nouvelle d'elle. Rien non plus à son domicile parisien. En fait, mis à part le secrétaire de la mairie, personne ne l'a vue le 27 août, date de sa disparition. Je décide de faire fouiller les bois et les champs environnants. Rien. Jean-Loup Katz, son frère, est de plus en plus inquiet. Marie a disparu depuis maintenant 1 semaine. Jean-Loup Katz revient me voir. Mon commandant, mon beau-frère est un fiefé coquin, vous savez. Il a aucune pudeur. Il reçoit sa pharmacienne à la villa comme si de rien n'était. Hier, il faisait des plongeons dans la piscine en riant aux éclats. Que c'en est une honte. L'enquête continue. Toutes les sources de renseignements possibles sont exploitées. Le directeur de la banque nous précise qu'aucun règlement par chèque ou carte bleue n'a été fait par Marie Perreux depuis le 27 août. Et depuis le 27 août, personne n'a vu la jeune femme, à l'exception du secrétaire de la mairie qui persiste dans ses affirmations et qui confirme le signalement de Marie, qui est le même que celui donné par Yvan Perreux, son mari. Et pour ce qui est du jour, c'est bien le 27 août au soir. Et si, malgré sa bonne foi, cet homme se trompait? Néanmoins, je ne néglige pas ce témoignage. Sait-on jamais? Puis je décide une nouvelle visite à la villa. Tout comme Jean-Loup Katz, le frère de la vedette, cela me paraît bizarre que mademoiselle Dosia, la pharmacienne, reste aussi longtemps le soir à la Louisiane. On pourrait croire qu'Yvan est sûr que sa femme ne reviendra pas. Un plan détaillé de la villa et de ses dépendances est dressé avec toutes les caches possibles. Et à l'heure convenue, je me présente, accompagné de Jean-Loup Katz, le frère de Marie Perreux, du chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, et de 2 de mes hommes, les gendarmes Larue et Porte. Mademoiselle Dosia, la pharmacienne, est là, installée comme chez elle, dans un fauteuil du salon. Jean-Loup Katz fulmine, il est au bord de l'explosion. Yvan Perreux se précipite vers lui. « Mais calme-toi, Jean-Loup, je ne fais rien de mal, voyons. Je n'ai pas le moral en ce moment avec cette histoire. Alors, mademoiselle Dosia est venue me tenir compagnie, quoi. En plus, je suis harcelé au téléphone par les journalistes qui me posent les questions les plus insensées, qui veulent photographier les lieux, etc., 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 vois-tu. Monsieur Perreux, nous devons retrouver votre épouse par tous les moyens. Il est normal, en premier lieu, de voir chez elle
si elle ne s'y est pas suicidée, ou... Yvan Perreux m'interrompt d'un air jovial et nous invite à visiter la maison et ses dépendances. L'intérieur de la villa est parfaitement net. Nous visitons, une à une, toutes les pièces plus luxueuses les unes que les autres. Chaque salle de bain est soigneusement inspectée, chaque mur, chaque plancher, le moindre cagibi est examiné. Le grenier et la cave passés au peigne fin. Rien. Absolument rien. On fouille le jardin, on inspecte la piscine. Toujours rien. Yvan Perreux nous observe d'un air goguenard. Vous voyez bien qu'elle n'est pas là, mon commandant, puisque je vous dis qu'elle est partie. Vous savez bien qu'elle a été vue par un témoin. Elle est allée, Dieu sait où. En Italie, peut-être. Elle doit y tourner un film au mois d'octobre. Elle est peut-être en train de jouer la Dolce Vita à Rome pendant que vous la cherchez ici. Monsieur Perreux, si votre femme était partie pour Rome, elle aurait pris le taxi jusqu'à l'aéroport. Or, ni le taxi du village, ni le chauffeur du car, pas plus qu'aucun automobiliste, n'a transporté Marie Perreux. Mais elle s'était peut-être grimée, mon commandant, attifée, de manière à ce qu'on ne puisse pas la reconnaître. Et si elle s'était fait enlever? Ah! Personne n'a pensé à cette horrible éventualité. Marie est riche, mon commandant, très riche. Nous sortons de la villa sans avoir trouvé l'ombre d'une piste. Dehors, les quotidiens s'étalent déjà aux devantures des marchands de journaux. Une star disparaît. La photo de Marie, en page 1, nous regarde en souriant. Je retourne à mon bureau. Je veux revoir tout le dossier. Je reprends le plan de la villa. Et tout à coup, il me vient une idée. Je téléphone à Jean-Loup Katz, le frère de Marie. Allô, monsieur Katz, je suis en train d'étudier à nouveau le plan de la propriété de votre sœur. Je voulais vous demander, à qui appartient le terrain voisin, côté nord? À Marie, mon commandant. Elle venait de l'acheter pour y installer un court de tennis. Et la maison qui se trouve sur le terrain est inhabitée, à ce que j'ai pu remarquer. Oui, mais je suis déjà allé y faire un tour, mon commandant. Je viens immédiatement, monsieur Katz. Je suis sûr que je n'ai pas vu tout ce que je voulais voir. Quelques minutes plus tard, avec le chef Beauvais et les gendarmes Larue et Porte, je sonnais de nouveau à la Villa Louisiane. Cette fois, le bel Yvan Perreux nous reçoit d'une manière beaucoup moins aimable. « Qu'est-ce que vous voulez encore, mon commandant? Vous avez déjà tout remué par ici. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?» « Mais vous ne m'avez pas montré la dernière acquisition de votre épouse, monsieur Perreux, cette ancienne ferme sur laquelle elle a l'intention d'installer un tennis. »« Mais la maison est complètement délabrée, mon commandant. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ça, si vous y tenez. »« Oui, monsieur Perreux. J'y tiens. » Armés de torches électriques, nous parvenons jusqu'à la ferme abandonnée. Nous examinons tous les coins et les recoins. Rien. Yvan Perreux laisse exploser sa mauvaise humeur. « Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien, mon commandant. Je commence à en avoir assez de vos insinuations. Feriez mieux d'aller vous coucher. Allez, la nuit porte conseil, comme on dit. » Nous sortons de là, bredouille, une fois de plus. Tout à coup, je m'arrête. « Larue, vite, la torche électrique. »« Monsieur Perreux, qu'est-ce que c'est que ça? » « Ça? C'est la fosse à purin de la ferme. »« Larue, porte, aidez-moi à l'ouvrir. » Apparemment, la dalle de couverture de la fosse ne semble pas avoir été bougée depuis longtemps. En effet, de la terre et du fumier tassé garnissent les joints du revêtement. Le chef Beauvais prend une tenaille et soulève la petite trappe de vidange. Je regarde le visage imperturbable d'Yvan Perreux, et il me semble déceler une lueur d'inquiétude dans son regard. « Larue, allez chercher un projecteur portable et une fourche. Je veux examiner le contenu de cette fosse. » En quelques secondes, les gendarmes ont éclairé l'intérieur de la fosse et, allongés à même le sol, ils fouillent son contenu noirâtre et nauséabond. Soudain, quelque chose de
blanc, apparaît tout au fond, flottant entre l'épais liquide et la dalle. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Perreux? Hein? Mais que voulez-vous que ce soit? Probablement des détritus qui surnagent. On ne s'est pas servi de cette fosse à Purin depuis des mois, vous le voyez bien, enfin. Jean-Loup, tu ne crois tout de même pas que ta sœur est là-dedans? Jean-Loup Katz ne répond pas. Comme frappé de paralysie, il regarde le trou béant. Je veux en avoir le cœur net. Je m'allonge à mon tour sur le sol et je me penche à mi-corps au-dessus de la fosse en laissant doucement glisser le projecteur. Non, ce ne sont pas des détritus, monsieur Perreux. Et vous le savez bien. Yvan Perreux est d'une pâleur mortelle et de ses lèvres décolorées. La réponse arrive, glaciale. Oui, c'est Marie. Je l'ai étranglée. Jean-Loup Katz ne peut réprimer un cri d'horreur pendant qu'Yvan Perreux se laisse entraîner, menotte au poignet. Quelques instants plus tard, il signera ses aveux. Il a tué sa femme le 27 août à 17 heures, après qu'elle lui ait fait une scène de jalousie à propos de sa liaison avec la pharmacienne. Après l'avoir étranglée, il a transporté son corps jusqu'au terrain voisin et l'a jeté dans la fosse à Purin. Le secrétaire de la mairie, qui prétendait avoir rencontré Marie au soir du 27 août, s'était tout bonnement trompé de jour. En fait, c'était le 26 août qu'il l'avait vue, et ce témoignage avait bien arrangé l'assassin. Marie Perreux avait décidé de divorcer, et elle venait d'en informer son époux. Elle s'était rendue compte un beau jour que, riche, célèbre, intelligente, adulée, elle vivait avec un bon à rien, coureur de jupons, incapable de la rendre heureuse. Yvan Perreux, qui s'était habitué au luxe et à la vie facile que lui procurait l'argent de sa femme, n'a pas pu supporter l'idée de tout perdre et de retourner à la médiocrité qui était la sienne avant son mariage. Il a commis l'irréparable, perdant du même coup et à tout jamais l'argent, la liberté et la paix de l'âme. Bonsoir.